Pour le dernier panel de la matinée, c'est une table ronde qui s'intitule « Vers les pratiques inclusives dans la vie sociale et en employabilité des personnes en situation de handicap ». Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Patricia Nettofer, je suis conseillère en EDI à l'Université Laval. On a décidé pour ce panel d'intégrer, il y a 10 minutes, Francis. Donc, on va pouvoir lui laisser la parole pour se présenter. Donc, très rapidement, en fait, je suis une nouvelle recrue, en fait, à l'Institut ED2. Je suis étudiant au doctorat en travail social qui fait sa thèse sur la notion d'équilibre travail personnel dans le champ du handicap. Puis aussi, je suis professionnel de recherche au CIRIS, donc le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale. Donc, je suis content d'être ici parmi vous. Est-ce que tu veux te présenter, Christine? Oui, bonjour, merci. Christine Morin, je suis chercheuse affiliée au CRISPECH, le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, mais je suis aussi gestionnaire d'initiatives en santé, services sociaux, au CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Donc, depuis 1 an et demi, on s'affaire à co-construire une initiative diversité, équité, inclusion, appartenance. La première de ce genre-là dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maud Mascotte, je suis directrice générale et cofondatrice de l'organisme de Physique sans limite et je suis également étudiante au programme de développement économique communautaire à Concordia. Merci à vous d'être là. Pour commencer ce panel, on va peut-être faire une mise en contexte et puis asseoir un petit peu les choses. Maude, tu pourrais commencer à nous expliquer ce que tu entends par le handicap? Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, fait qu'on a un beau vidéo pour justement mettre la table. Comment être discrète, hein? On sait que vous voulez bien faire, Que c'est juste pour être gentil. La plupart du temps, vous êtes bien intentionné. mais des fois, Des fois, Ça gosse. Des fois, souvent, on s'adresse à la personne debout avant de s'adresser à moi pour des questions qui me concernent. et en plus, je réponds à leurs questions, puis ils continuent à répondre à l'accompagnateur. Je suis ici. pourquoi vous me parlez pas à moi? Je suis capable de vous entendre puis de vous répondre. C'est l'affaire la plus gossante au monde. Des fois, les gens, ils me posent des drôles de questions. Genre, si t'es perdu en forêt puis que t'entends rien de rien, là, ben les animaux sauvages comme les ours, les lynx, les cougars, name it, ben là, je veux dire, c'est dangereux, c'est un risque à prendre, ils peuvent t'attaquer. What the fuck? Des fois, il y a du monde qui pense que je suis perdu. Puis là, ils me prennent par le bras. Ils me demandent pas où est-ce que je vais. Ils devraient me le demander. Peut-être qu'on va pas à la même place. Des fois, il y a des gens qui me raccrochent au nez parce qu'ils pensent que je suis seule alors que je suis parfaitement sobre et j'ai juste un problème d'élocution. Si j'étais seule, je vous appellerais pas. Des fois, il y a du monde qui s'adresse à moi comme si j'avais 7 ans. Comment ça va aujourd'hui? Bravo, t'as fini ton assiette, tu vas avoir droit à un dessert. C'est parce que, madame, j'ai 27 ans. Des fois, j'utilise des apps pour rencontrer des personnes. Puis je les informe que je suis sourd. Ah, ben là, ils me bloquent toutes parce que je suis sourd. J'ai l'air d'un monstre ou quoi? Des fois, il y a du monde qui me rencontre. Puis tout à coup, ils décident de me parler plus fort. Je suis pas sourd. Je suis aveugle. Des fois, il y a des gens qui font semblant d'avoir compris ce qu'ils viennent de dire alors qu'ils n'ont rien compris. Ça me fait plaisir de répéter jusqu'à temps que vous compreniez. Des fois, quand vous parlez de moi en m'appelant la chaise a besoin de rentrer. Moi, là, je suis pas une chaise. Je suis une personne assise dans une chaise. Des fois, je vais rencontrer une personne qui est entendante et qui m'achale, qui veut apprendre la langue des signes. OK, parfait, je lui montre. Après 4 signes, ah, je suis tanné, désolé, je suis pas capable, trop compliqué. Puis là, la personne s'en va. Des fois, il y a du monde qui me voit sur un quai de métro, qui me voit m'approcher du bord du quai. Il y a toujours des gens qui arrivent derrière moi. Monsieur,
Reculez, reculez. En faisant ça, vous me stressez. Des fois, je sais pas où est-ce que vous allez chercher ça, mais vous pensez que je connais toutes les personnes handicapées. Mon copain est chinois, puis lui, ben, il connaît pas tous les Chinois. Des fois, quand je mets mon manteau, c'est sûr que je mets mon manteau d'une façon un peu particulière, ben, les gens osent se garrocher sur moi pour le mettre à ma place, alors que je suis très bien capable de le mettre seule. Des fois, vous me trouvez tellement inspirante. Mais toi, madame, qui traîne tes 4 livres de sacs d'épicerie, à une journée où est-ce qu'il fait 30 dehors, c'est toi qui es inspirante, madame, pas moi. Des fois, il y a du monde, ils viennent m'aborder, puis là, ils commencent à me parler à quel point je fais pitié. Ils me disent « Oh mon Dieu, c'est donc bien triste. Comment tu peux être sourd? » Mais regardez-moi, là, j'ai une belle vie. Des fois, quand votre enfant vous pose des questions, au lieu de lui répondre Non, on ne dérange pas la madame, là. Elle est malade. « Laissez votre enfant venir me voir Ils ont le droit d'être curieux. Ça va toujours me faire plaisir de vous répondre. ». Même si c'est pour me demander comment je fais pipi. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la page Facebook de Rand. Puis pourquoi pas au compte Instagram? Paraît qu'il y a des belles photos à voir. Donc, tout ça pour dire que cette vidéo-là que je voulais vous présenter, c'est pour mettre la table pour dire que différentes personnes en situation de handicap vivent au quotidien la discrimination, vivent beaucoup d'ensemble de capacités qu'on va parler un peu plus tard aussi. Le handicap, c'est très, très large. Aussi, on a des handicaps physiques, handicaps invisibles aussi, des maladies également. Donc, c'est très, très large comme type de handicap. En étant moi-même une personne en situation de handicap, souvent, il y a la réflexion de dire que oui, il y a un handicap physique, mais il y a aussi des handicaps invisibles. Donc, le trouble de langage-parole. Il y a aussi un handicap auditif également, qui est appareillé des 2 oreilles aussi. Donc, tout ça pour dire qu'on dit que 33% des personnes qui ont une incapacité, qui se déclarent avoir une incapacité. Mais ça, c'est autodéclaration. On pense qu'il y en a beaucoup plus parce qu'on est dans une population de plus en plus vieillissante aussi. Et l'autre chose que je veux vous mentionner, c'est que souvent les gens sont surpris et pensent que souvent ça va juste arriver aux autres. Mais il faut savoir que vous allez, un jour ou l'autre, vous allez être en situation de handicap. Levez la main tous ceux qui se sont fracturés quelque chose ou blessés quelque chose et vous avez été immobile ou à mobilité réduite pendant quelques jours ou quelques semaines. Donc, vous voyez, que la moitié de la salle a levé la main aussi. Donc, tout ça pour dire que au jour où l'autre, vous allez le vivre, le handicap, mais c'est sûr que ça va être pas significatif et persistant dans le temps. Donc, c'est sûr que souvent, quand le mot personne handicapée, c'est encore très présent également. C'est sûr que ça prend un diagnostic pour que les personnes aillent justement par des professionnels de la santé pour obtenir des services, des choses comme ça aussi. Mais c'est ça. Tout ça pour dire également que ces personnes-là aussi, même si vous allez devenir en situation de handicap quelques jours, ben, ça ne fait pas de vous une personne handicapée. Souvent, les gens ont de la misère à faire la distinction entre les autres, entre les deux. Puis, je vous invite à lire à l'écran la définition de l'inclusion, parce que dans mon organisation, on aime beaucoup parler d'inclusion et non de personnes handicapées. Donc, on utilise beaucoup plus pour enlever l'étiquette, pour inclure tout le monde également. Donc, c'est par ces actions de mesures de mise en place d'un environnement où toutes les personnes sont respectées dans leur unité, valorisées de manière équitable et ont accès aux mêmes possibilités à l'échelle de l'organisation d'inclusion. Elle dit qu'on ressente et supprime les obstacles physiques ou prédocaux et visibles ou invisibles, intentionnels ou non intentionnels, qui nuisent à la participation et à la distribution des personnes. L'inclusion, c'est une responsabilité collective aussi. Parce que, veut pas, souvent le handicap, c'est plus l'environnement, c'est le plus handicapant que l'handicap réellement.
Donc, qu'est-ce qu'une situation de handicap? Ben, moi, je l'ai vraiment défini dans cette diapositive-là, de dire qu'il y a une déficience. Moi, j'aime mieux parler d'incapacité. J'ai mis le mot déficience parce que c'est là le mot qu'on entend le plus au niveau médical et tout. Mais de plus en plus, dans les organismes communautaires, on essaye le plus possible d'enlever ces mots. Malheureusement, on doit l'utiliser encore pour avoir justement des subventions gouvernementales et autres pour obtenir justement des statistiques, pour obtenir de l'aide aussi. Mais qu'on essaye, c'est de désamorcer tout ça pour que ça devienne moins une étiquette qu'on met à la personne. Donc, on va plus parler d'incapacité et ou de maladie parce que ça fait qu'au cours d'une vie, une personne devienne en situation de handicap aussi. Et plus, ça peut être l'environnement et ou l'attitude de l'exclusion également. Je vous donne un exemple très banal. Moi, si je veux me déplacer en transport en commun et je veux y aller en métro, bien, il faut que je m'assure que le métro qui est pas loin ou que l'endroit que je vais va avoir un ascenseur. Moi, je suis chanteuse, j'habite dans le quartier où l'ascenseur c'est Préfontaine à Montréal et elle a un ascenseur. Mais si je décide d'aller à la grande bibliothèque qui est à Berry, mettons, ben, c'est sûr que le matin, avant que je parte, moi, c'est pas de dire, OK, j'embarque dans mon fauteuil pour y aller. Il fait beau, je peux. Premièrement, il faut que je planifie mon déplacement, dans le sens que je regarde sur l'application de la STM pour savoir s'il y a des bris ou s'il y a des pannes d'ascenseur, pour m'assurer que si un ascenseur est en panne ou pas. Donc, de dire, OK, est-ce que je peux y aller ou pas, ou sinon, quel d'auto que je dois faire également. Ça m'est déjà arrivé de regarder l'application, puis il n'y avait rien. Finalement, quand je me suis rendue, l'ascenseur est en panne. Donc, j'ai dû faire un détour. Tout ça pour dire que tout doit être planifié au quart de tour quand on a une personne en situation de handicap physique aussi. Donc, ici, de plus en plus, on parle du modèle, du processus du production du handicap, donc le PPH. On a ici Francis est expert également là-dedans aussi. Donc, je vais juste commencer, je ne suis pas experte, mais je commence à essayer de le maîtriser le plus possible dans mes ateliers de sensibilisation auprès de mon organisme. Donc, c'est vraiment des facteurs personnels au niveau de l'incapacité. Donc, on va regarder la personne dans son ensemble aussi, plus les facteurs environnementaux aussi, c'est quoi les obstacles, les facilitateurs aussi, qui permet, c'est quoi les habitudes de vie pour une situation de handicap aussi, et une situation de participation sociale. Juste une dernière chose que je veux dire avant de laisser la parole à Francis. On est dans une transformation sociale dans le sens qu'on entend aussi les personnes handicapées, mais que je remarque que je conçois de plus en plus, on s'en va vers plus les personnes en situation de handicap pour justement enlever l'étiquette de la personne, puis vraiment de regarder autour d'elle c'est quoi s'il la met en situation de handicap et non son handicap elle-même. En fait, je pense qu'il est important de saisir avec le changement de terme, c'est la manière de concevoir le handicap. Donc, je vais aller très rapidement, là, mais si on revient, par exemple, au Moyen Âge, dans le fond, quand on voyait, par exemple, au Moyen Âge et Renaissance, là, quand on voyait une personne qui fonctionnait différemment, se comportait différemment ou avait une apparence différente, bien, on l'associait à un danger. Et c'était nécessaire de l'exclure, de la prendre et de la mettre dans une institution à l'extérieur de la société pour la protéger et protéger la société. Donc ça, c'est Michel Foucault, là, si vous avez lu là-dessus. Ensuite de ça, en fait, on a considéré que ces gens-là pouvaient être perfectibles. Donc, savoir qu'on pouvait mettre en place des interventions, donc par l'éducation, la santé, tout ça, pour que les gens puissent avoir accès au même lieu que les autres. Donc, on a commencé à concevoir le handicap comme quelque chose qu'on pouvait réparer, qu'on pouvait, dans le fond, faire disparaître jusqu'à un certain point. Donc, et aujourd'hui, en fait, on conçoit que le handicap, c'est un désavantage social. Donc, au même titre, par exemple, d'avoir un partenaire d'un certain sexe ou genre, d'être racisé ou quoi que ce soit.
Donc, c'est pas juste un changement de nom. Quand on parle d'une situation de handicap, comme Maud le dit, c'est que c'est une interaction entre une personne et son environnement. Il faut comprendre qu'une personne qui a peu d'incapacités, si elle rencontre un environnement qui a beaucoup d'obstacles, va vivre sans doute plus de situations de handicap qu'une personne qui a beaucoup d'incapacités, mais qui rencontre peu d'obstacles. Donc ça, je pense que c'est une dimension qui est vraiment importante et que le changement de concept témoigne aussi d'une façon différente de concevoir les personnes qui ont des capacités. Puis si je peux me permettre d'ajouter une chose à ça, quand on parle de situation de handicap, en fait, on va réfléchir, est-ce qu'une personne donnée dans un environnement donné peut participer, maintenir ses habitudes de vie, avoir une participation sociale maximum ou maximale en fonction de ses capacités. Et donc c'est ça la résultante de cette interaction-là. La lecture va se faire au regard de la capacité ou non à poursuivre ses habitudes de vie puis à pouvoir avoir une participation sociale qui est maximum. Donc, le terme handicap, rapidement, moi, que j'ai défini le plus avec mon organisation, c'est on veut enlever la dimension sociale. Donc, sortir un peu plus à une dimension sociale, plus que médicalisante également. Je ne vous lirai pas je vous laisse vous le lire, mais tout ça pour dire que c'est d'enlever vraiment une posture anti-oppressive pour éviter d'enlever le mot un trouble ou un désordre également, puis d'y aller. Une chose aussi de dire, c'est la terminologie est super importante, de toujours dire le mot personne avant, comme ça, c'est la façon la plus respectueuse aussi quand on ne sait pas trop comment aborder une personne. Donc, personne en situation de handicap, personne ayant un handicap physique ou personne vivant avec un trouble de l'autisme. Donc, toujours de mettre le mot personne avant. Fait qu'on parle de plus en plus d'écriture inclusive, communication inclusive et tout, pour avoir suivi ces formations-là. Même pour l'identification genre, ben, le mot personne, c'est vraiment la façon la plus respectueuse aussi pour les personnes en situation de handicap. Et puis aussi de vous adapter au langage que la personne utilise. Donc, il y a des gens qui, dans le fond, ont des incapacités visuelles, vont dire « Moi, je suis un handicapé visuel. » Bon, mais utiliser le même vocable que ces personnes-là. Donc ça, je pense que c'est important. Il y a des personnes qui vont se dire « Moi, je suis un sourd avec un grand S. » Donc, c'est pas une erreur d'orthographe. Donc, c'est l'idée que tu utilises la langue des signes. Donc, quelque part, je pense que l'idée, c'est d'être flexible. Il n'y a pas une bonne manière de parler avec les personnes. Il faut juste s'adapter en fonction du langage que les personnes souhaitent utiliser. Et pour le capacitisme, donc c'est quand même un terme qu'on entend de plus en plus parler souvent. Le capacitisme fait référence aux attitudes sociétales qui dévalorisent, qui limitent le potentiel des personnes handicapées. Le système de croyances sont fondés sur le capacitisme, s'articule souvent autour de les attitudes, stéréotypes, stigmatiques, négatives à l'endroit des personnes ayant des handicaps psychosociaux. C'est sûr que le capacitisme est vraiment semblable au racisme, au sexisme, à l'agisme, auquel une personne handicapée est moins digne d'être traitée avec respect et d'égard. Je dois vous avouer que même dans le milieu, là on parle beaucoup du milieu emploi, j'ai vécu quelques situations de la part de mes collègues, même qui le savaient très bien que j'étais en situation de handicap, de me faire aussi vivre du capacitisme aussi. Donc, même ceux qui sont déjà sensibilisés leur font de façon intentionnellement également aussi. Puis, la dernière chose que je veux vous rajouter aussi, c'est que dans la Commission des droits de la jeunesse, quand ils reçoivent les plaintes et tout, le capacitisme est dans le 3e niveau qu'ils reçoivent au niveau des plaintes par rapport à ça. Juste intervenir un peu sur le capacitisme. Donc, c'est l'idée, en fait, dans nos imaginaires, il existe, dans le fond, une personne idéale ou un travailleur idéal. C'est une personne qui n'a pas d'incapacité. C'est une personne qui a la même, qui peut faire les mêmes choses que tout le monde, qui a de tout faire, qui a de l'énergie à revendre, etc., qui est dynamique, tout ce que vous voulez. Donc, l'idée, c'est que dans les organisations, même dans les institutions universitaires, on a tendance à concevoir, dans le fond, au niveau des programmes, au niveau par exemple, des devoirs, des leçons que vous donnez, les interactions, on a toujours une conception qu'on développe les choses en fonction d'une perspective d'une personne qui n'a pas d'incapacité. Donc ça, je pense que c'est un aspect qui est vraiment majeur,
qui, dans le fond, se traduit matériellement, comme je dis, dans des programmes, des lois, dans des environnements, dans des interactions. Puis je pense que c'est un aspect qui est vraiment extrêmement prenant parce que les milieux, notamment d'éducation et de travail, sont très normatifs. On est fondé sur la productivité, sur l'atteinte de certaines exigences. Donc, à quelque part, c'est très difficile pour les personnes qui ont une incapacité, qui doivent souvent mettre plus d'efforts, plus de temps pour arriver au même résultat que les autres, d'arriver à ces mêmes exigences-là. Donc, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais il faut avoir cette conscience-là que ces attitudes-là font en sorte qu'on crée des environnements qui sont très difficiles à naviguer, qui sont très stressants pour les personnes qui ont des capacités. Donc là, on a eu très succinctement, on pourrait y rester plusieurs heures, sur une mise en contexte. Les notions, les mots sont importants. La notion de processus de production du handicap. Cette deuxième partie du panel, on va regarder un petit peu en se posant des questions. Les obstacles et les pratiques d'inclusion. Les obstacles, c'est quoi? Quels sont les enjeux? Puis, est-ce qu'il existe des pratiques d'inclusion en employabilité, dans la vie sociale? Christine, tu pourrais démarrer? Oui, merci. Il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur les pratiques d'inclusion et sur les obstacles. On va toucher un peu à ça aujourd'hui. Je vous invite donc, moi je voulais attirer un peu l'attention sur l'angle de l'inclusion en emploi des personnes en situation de handicap. On a travaillé au CRISPECH à un guide qui s'appelle Incluvis, qui vise justement à outiller les organisations dans une perspective de modèle social. Comment les organisations peuvent-elles prendre leurs responsabilités dans les environnements qu'elles proposent, mais aussi dans le processus justement d'employabilité, de maintien en emploi, de promotion en emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc, dans le guide Incluvis, on définit l'inclusion donc en emploi comme un concept qui sous-entend que peu importe la diversité des caractéristiques inhérentes chez un individu, il est de son plein droit de faire partie de son environnement. Donc, je ne lirai pas le reste de la définition, mais dans le fond, ce qu'on souhaite faire ressortir dans cette définition-là, puis dans la nécessité des environnements de travail à réfléchir à la qualité des environnements qu'ils fournissent, c'est que les individus, peu importe leurs identités, donc se sentent accueillis. On en a parlé hier, on en a parlé ce matin, valorisés avec leurs identités. Il y a une question à se poser aussi par rapport à l'identité liée au handicap. Donc, on a parlé des différents vocabulaires qui peuvent être utilisés pour désigner la question du handicap. On peut se poser des questions par rapport à ça au niveau de l'identité, comment dire, pour ne pas tomber dans l'essentialisme, quelles sont les identités, comment sont perçues les identités dans les milieux de travail, par exemple. Est-ce qu'on essentialise un individu parce qu'il y a une situation de handicap? Ça devient la personne dans l'équipe qui est en situation de handicap et elle n'est que ça. Donc, il y a des réflexions aussi à faire dans les milieux de travail par rapport à la posture. Comment ces personnes-là peuvent être perçues comme contributrices. Puis là, on pourrait en parler plus longuement là, en fonction des modèles qu'on utilise. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est productif au travail? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est contributif ou contributive en fonction des particularités ou des caractéristiques de chacun? Donc, il y a des questions à se poser aussi dans les représentations ou dans la façon dont les milieux de travail ou les institutions conceptualisent ça. C'est important pour que les individus puissent se sentir partie prenante, que se sentir in group, appartenir à leur milieu. Donc, ce seraient des caractéristiques qui ressortent de la définition, qui signifient qu'on est dans une posture ou qu'on est dans l'inclusion en emploi des personnes en situation de handicap. En fait, par rapport à la lunette, par rapport à l'essentialisation et tout ça, je pense que c'est important aussi de voir que dans le champ du handicap, ce n'est pas un monde monolithique, là. Donc, il y a différents groupes qui ont différentes perspectives sur la manière de se nommer, mais aussi sur les causes, en fait, qui amènent à créer des situations de handicap. Donc, par exemple, on peut dire que chez la neurodiversité, par exemple, les gens vont considérer que c'est une différence de fonctionnement. Donc, ça s'associe dans le corps, une différence corporelle, si on veut. Donc, les gens vont avoir une façon différente de concevoir le handicap. Ensuite de ça, vous avez du côté personnes sourdes, sourd avec un grand S, et les gens vont avoir une vision culturelle du handicap. À savoir que parce que j'utilise une langue qui est différente, il y a la langue des signes, par exemple, en fait, je suis discriminé. Vous voyez là que les gens vont avoir, même si ça entre, dans le fond, dans une perspective quand même sociale, on a quand même une lunette différente. Puis je pense que c'est important que, comme personne dans vos milieux, que vous ayez une compréhension de ces différentes manières-là de s'identifier et de comprendre les réalités du handicap. Évidemment, vous avez le MDH-PPH, vous avez aussi la question du capacitisme ou les études critiques dans le champ du handicap. Je n'ai pas le temps beaucoup d'en parler aujourd'hui, là, mais il y a d'autres éléments qui viennent se rajouter à ça. Fait que c'est pas
il n'y a pas une seule manière de concevoir le handicap. Je pense que c'est important de reconnaître cette diversité-là, puis être en mesure de composer avec elle. Ce que ça signifie aussi pour les organisations, donc, c'est se poser la question, qu'on soit en enseignement supérieur ou qu'on soit dans des organisations dans différents secteurs d'activité, comment on conceptualise comme organisation, dans notre culture organisationnelle, la question du handicap. Ça nous renvoie au modèle qu'on utilise. Est-ce qu'on est dans un modèle plus médical, un modèle plus social? Est-ce qu'on prend nos responsabilités? Quel vocabulaire on utilise pour désigner les personnes en situation de handicap? Donc, ça, c'est toutes des questions à se poser quand on veut aller vers plus d'équité. Dans le fond, ce qu'on veut, par exemple, chez nous, au CIUS du Centre-Ouest, en ce moment, ce qu'on souhaite faire, c'est d'amener plus d'équité pour les personnes en situation de handicap en emploi chez nous. On parlait ce matin, tout à l'heure, du PAEE. Ce qu'on découvre dans notre PAEE chez nous, c'est qu'on a moins de 1% de personnes qui se déclarent en étant en situation de handicap. Maud a présenté les chiffres tout à l'heure. Dans la population en général, on est loin du 1%. Alors, comment se fait-il qu'à l'intérieur même de notre organisation, nos chiffres soient si faibles? Bien, ça parle de plusieurs choses, mais ça parle notamment du fait que les personnes, dans le vocable utilisé chez nous, on a fait des rencontres terrain. Personnes handicapées, ça ne les représente pas. Et donc, le modèle médical qui est actuellement utilisé dans mon CIUS, qui est un milieu, on est en santé, on est en médical, bien, ça ne rejoint pas les personnes en emploi qui sont déjà chez nous, qui sont en situation de handicap ou qui ont une incapacité ou qui auraient des besoins en accessibilité qui ne font pas de demande à cet égard-là. C'est des façons de réfléchir à nos environnements pour amener plus d'équité pour les personnes en situation de handicap ou les personnes qui ont des besoins d'accessibilité. Et donc, comment on peut concevoir cette question-là au sein même de notre culture organisationnelle? Bien, c'est des questions chez nous qu'on se pose, mais évidemment qu'on vous invite à réfléchir parce que, bien, il y a une question de comment on peut avoir une complémentarité entre l'approche d'accommodement et l'approche d'accessibilité universelle, puis la réflexion de quelle est notre responsabilité dans justement la réduction des obstacles dans les environnements qu'on propose pour les personnes en situation de handicap. En fait, j'aimerais entendre Maude, justement, sur comment tu vois ça, toi, l'intersection entre handicap et diversité, EDI. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est très complet. C'est ça. Je trouve que, là, on est dans un ère où, justement, on parle d'EDI, diversité, inclusion et tout ça. On parle aussi de pénurie de main-d'œuvre, de dire, on va penser aux personnes handicapées pour. C'est comme on a dit avant, là, c'est comme pourquoi il fallait attendre qu'il y ait la mode de parler de la diversité, inclusion, puis tout ça. Puis souvent, il y a déjà eu une réflexion de personnes qui m'ont dit que vous êtes une minorité visible. Puis là, c'était comme non, c'est comme, genre, on dirait que les gens mélangent aussi un peu avec les autres qui viennent d'arriver, les personnes immigrantes et autres. Donc, je pense qu'il faut faire attention aussi à ce niveau-là aussi. Puis, tu sais, on parle aussi d'handicap invisible, d'handicap. Je vous dirais que le regard est très, très différent. Je vous donne un exemple. J'ai été faire une randonnée à Mont-Saint-Bruno avec un ami, puis j'ai pris une espèce de DAI, un fauteuil spécialisé pour aller sur le terrain. Puis là, quand je faisais alternance, je faisais un peu de marche, je me mettais dans le fauteuil, je reprenais. Puis le regard que les gens me faisaient quand j'étais dans le fauteuil, c'était comme un regard en blasé. Ah, tu fais donc bien pitié. Alors que quand j'étais debout, bonjour madame, bonne journée. Vous me comprenez? C'est toute cette attitude-là à ce niveau-là aussi. Puis pour revenir au niveau de l'emploi, oui, les accommodements, oui, de regarder dans vos organisations toute la structure que vous allez mettre en place pour que ça soit, oui, l'embauche, que les offres d'emploi qui sont accessibles. Parce que, il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place ici. Puis l'accessibilité universelle, ça a l'air très, très gros, mais on peut, vous le faites déjà, mais c'est en continu. C'est pas du jour au lendemain d'aller dire on est accessible, puis on l'inclut. Donc, c'est vraiment d'y aller petit par petit boucher. Et aussi, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on met beaucoup dans les institutions, dans les instances gouvernementales, on met beaucoup d'emphase sur
on va intégrer la personne dans l'emploi, on va leur donner ses besoins, on va leur donner les accommodements. Puis là, peu à peu, ben, quand l'emploi continue, les mois, les années qui suivent, ben, les services diminuent et on ne va pas faire une rétrospection de dire que la personne a besoin d'autres accommodements ou est-ce qu'on peut faire d'autres réajustements. Donc, je pense qu'il y a un problème de continuité aussi à ce niveau-là, parce que ça se fait qu'il y a des personnes que vous embauchez qui n'ont aucun handicap, mais au cours des mois et des années qui suivent, qui développent un handicap, mais justement, ils n'osent pas le dire parce que soit que la culture passée, ils ne se sentent pas interpellés aussi, comme Christine le disait, dans une culture très médicalisante, que c'est très carré, très boîte, ben c'est sûr que les gens ne voudront pas nécessairement demander un accommodement ou demander quelque chose qui pourrait faciliter leur travail aussi. Donc, ça amène aussi des enjeux importants. En fait, il y a un élément, je pense, important à ramener, c'est que quand on est en EDI, on veut valoriser, dans le fond, la différence, les connaissances, les expériences des personnes. Donc, je pense que vous êtes en mesure de bien concevoir comment on peut faire pour sexe, genre, appartenance socio-culturelle ou quoi que ce soit. Mais quand on vient au handicap, est-ce qu'on valorise le handicap en soi? Dans le fond, quand on y réfléchit, je ne suis pas certain. Parce qu'en réalité, l'objectif souvent des personnes, des milieux, des services, c'est de l'invisibiliser, le handicap. Quand, par exemple, on met en place des aménagements, en réalité, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut réduire la situation de handicap, que les personnes soient en mesure de faire la même chose que les autres. Donc, la question à se réfléchir, puis c'est pour ça que j'en parlais un peu hier pour les gens qui étaient là, comment on articule handicap et EDI. Donc, jusqu'où on accepte la diversité des corps, du fonctionnement esthétique et tout ça. Donc, ça, je pense, c'est une question qui est fondamentale à réfléchir en EDI. Donc, quelqu'un, par exemple, qui fait une crise psychotique au travail ou qui se désorganise, est-ce que c'est la diversité? Je ne suis pas certain qu'on le conçoit de cette manière-là. Donc, l'idée, c'est qu'actuellement, on le perçoit, la diversité qu'on est capable d'accepter dans un milieu de travail, dans le champ du handicap, c'est déterminé en fonction de l'accommodement raisonnable. Donc, à savoir, et ça, l'accommodement raisonnable, c'est quelque chose qui est variable. C'est toujours une négociation qui est faite entre une personne et l'employeur. Donc, il n'est jamais dit, on n'a jamais aucune idée, dès le départ, une personne qui entre dans un milieu de travail, dans un programme d'information, jusqu'où ma différence corporelle ou fonctionnelle va être acceptée dans ce milieu-là. Et ça, c'est toujours remis en question en fonction du gestionnaire, en fonction des collègues, en fonction des tâches qui nous sont ajoutées ou retirées dans le cadre de notre mandat. Donc, ça, je pense que c'est un aspect qui est vraiment fondamental. Puis la question de raisonnable, c'est la question du coût. Donc, est-ce que l'aménagement que je demande est trop cher? Est-ce que ça va mettre en danger ma sécurité ou ceux de mes collègues? Est-ce que ça va remettre en question le fonctionnement de l'organisation dans laquelle je me trouve? Donc, je pense qu'il y a vraiment une question à savoir de... Je ne vais pas prendre toute la place, là, mais il y a vraiment une réflexion à savoir comment on articule diversité, handicap, aménagement et tout ça. Donc, ça, je pense qu'il y a une réflexion là, cruciale si on veut vraiment faire en sorte que la question du handicap soit considérée dans une perspective d'EDI. En effet, ce n'est pas une question simple, mais c'est une question de fond. C'est un fondement même qui permettrait et qui permettra ce changement de culture organisationnelle et pas simplement en application d'une situation A ou une situation B. Merci Francis de la précision. Tu peux compléter Christine, Maud aussi. Ben, c'est clair qu'on faut arrêter de prendre chaque situation de façon individuelle aussi. Puis pour ma part, je trouve ça super important que Francis disait, c'est oui, jusqu'à où la diversité, mais est-ce que la personne, tu vois, ça se repose beaucoup sur nos épaules. Et souvent, on va tendance à dire, ben là, je ne demanderai pas cet accommodement-là parce que ça sera trop compliqué, il y a trop de démarches, il y a très de bureaucratie, ou souvent, on n'a pas d'accompagnement. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne pour les accompagner là-dedans, donc ça décourage ces personnes-là de dire, OK, ben ça serait mieux que je reste chez moi, puis il y aura quoi de l'aide sociale ou d'autres types d'aide aussi. Donc, il y a tout cet aspect-là
également aussi. Puis il voudrait parler au niveau de la participation sociale. C'est bien beau une personne de dire on va mettre une personne en situation de handicap à l'emploi. Ben, il faut que la personne ait justement ces choses essentielles. Quand on parle d'essentiel, c'est d'avoir un logement accessible à ses besoins, être capable de se procurer de la nourriture, de manger de façon seulement, d'être capable de pouvoir payer tout ce pour survivre, s'habiller, s'alimenter et autres, ses médications. Ça peut être aussi simplement juste avoir de l'aide à domicile de façon adéquate. Que toute cette personne-là a une belle structure autour, une participation sociale de façon autonome pour justement aller vers l'emploi. Parce que souvent, c'est la dernière chose qui arrive. C'est souvent les loisirs et l'emploi qui vient en dernier lieu parce que la personne, si elle n'a pas de service à domicile, ben, elle ne pourra pas s'élever pour, même si c'est un télétravail, ben, si son service est à 9 h le matin, puis elle ne sera pas prête avant 10 h, mais ça reste que l'employeur, il faut qu'il reste flexible aussi à ce niveau-là. Pour l'avoir vécu, ça a été très difficile aussi de dire à mon employeur, de dire, ben là, je fais 2 heures de route, ça fait 4 heures de route par jour en transport adapté et tout, c'est très difficile. Je ne sais pas à quelle heure j'arrive, je ne sais pas à quelle heure que je pars. Je fais le tour de la ville. Souvent, j'ai d'autres personnes avec moi qui ont d'autres handicaps. Je ne me sens pas en sécurité. Est-ce que je peux faire du télétravail et aller au bureau 2 fois par semaine? Puis, il a fallu que ce soit moi qui propose des accommodements. Tout ça pour dire que ça revient toujours sur le fardeau de la personne elle-même à ce niveau-là. Puis je pense que ça nous ramène à la question du paradigme, comment on regarde la question, comment on conçoit la question du handicap. Puis je reviens avec ça parce que c'est fondamental quand on réfléchit au programme, aux politiques, au processus qu'on met en place justement pour le partage de cette responsabilité-là comme environnement, qu'on soit en enseignement supérieur, qu'on soit en milieu de travail. Ça revient à notre représentation sociale collective du handicap. Puis récemment, on faisait, nous aussi, on a mis en place des groupes de travail, donc un groupe de travail sur la question du handicap et de l'accessibilité. Et les gens viennent de partout dans notre organisation. On a 34 sites, on a 15 000 employés. Les gens viennent, peu importe où ils sont dans l'organigramme, parler des obstacles dont ils ont été témoins ou qu'ils ont rencontrés avec soit les usagers, les usagères ou des collègues ou pour eux-mêmes. Mais on n'encourage pas nécessairement qu'ils se... En tout cas, longue histoire courte, c'est super intéressant parce que les obstacles qu'ils nous rapportent, ce sont les obstacles qui sont dans nos angles morts comme organisation. Et on a des angles morts parce que longtemps, on a considéré la question du handicap comme étant un problème individuel, médical. Et donc là, on essaie de faire un revirement comme organisation, mais tout ça, ça a un lien avec la façon dont on se représente comme organisation, la question du handicap, puis qui découle de ça, qu'est-ce qu'on offre comme programme, comme accompagnement, à la fois aux gestionnaires et aux employés qui sont en situation de handicap ou qui ont des besoins d'accessibilité. Toute cette réflexion-là est vraiment, elle découle de notre posture organisationnelle. Donc, je veux juste réitérer ça parce que c'est des bonnes questions qui vont permettre d'attacher les fils dans ce qu'on propose comme environnement. En fait, un élément qui est très, très important que Maud a indiqué, c'est la question du temps. Donc, à quelque part, ça me prend X nombre de temps à me rendre au travail, ou une tâche me prend X temps, peut-être un temps supplémentaire selon la norme, entre parenthèses. Donc, je ne vais pas revenir sur ma thèse, mais je vais le faire quand même, sur la question que toutes les organisations et les services sont fondés sur la notion de chrononormativité, à savoir qu'on conçoit qu'une tâche doit être réalisée dans un certain temps. Par exemple, je ne sais pas, un horaire. Ça veut dire qu'on demande à la personne que, dans le cas de Maud, par exemple, que tes soins à domicile, il faut qu'ils arrivent à un certain moment. Il faut qu'ils arrivent à l'heure. Il faut que tu l'organises en fonction de ton transport adapté, en ne sachant pas si tu vas arriver vraiment à l'heure au travail. Donc, imaginez, là, le travail invisible qui est réalisé, le stress, en fait, qui est extrêmement important que ces personnes vivent au quotidien, arrivent au travail, peut-être en retard, ou même arrivent à l'heure, mais ils souhaitaient arriver à l'avance parce qu'ils voulaient aller aux toilettes avant une rencontre, ne pourront pas le faire. Donc, ils vont devoir attendre 3 heures ou 4 heures avant d'aller aux toilettes parce que ça leur prend plus de temps pour le faire. Donc, l'idée là-dedans, c'est qu'il faut réfléchir aussi en termes systémiques, aussi en termes de temps, parce que c'est le fondement, quelque part, d'économie.
à quelque part. Fait que ça, je pense que c'est un élément qu'il faut réfléchir. Aussi, si je fais un postdoctorat, la question du temps m'intéresse aussi à savoir où l'aménagement. L'aménagement, c'est davantage de temps qu'on offre, par exemple, pour une personne, où on va adapter un poste de travail. Mais l'adaptation du poste de travail n'implique pas que ça va prendre moins de temps. Parfois, ça va prendre plus de temps à faire la même tâche. Donc, il va amener la personne à être encore plus stressée en emploi. Puis, il va l'amener à adopter des identités professionnelles qui sont insoutenables. Donc, par exemple, ça va être beaucoup de stress. Ils vont travailler le soir, travailler la fin de semaine, vont rester sur leur travail plus longtemps pour être capable de compenser la perte de productivité associée au fait d'avoir des incapacités ou de rencontrer des obstacles. Donc, dites-vous là, qu'il y a beaucoup de personnes qui en viennent à faire des burn-out pour ces raisons-là aussi. Je voulais amener la discussion sur un outil qu'a développé le CRISPESH pour les organisations. Puis après, on pourra ouvrir à la salle aux questions. Hein? Christine, tu voudrais nous dire quelques mots là-dessus? Ben oui, vous pouvez trouver cet outil-là sur le site du CRISPESH, il est disponible. Dans le fond, il y a un guide et il y a un outil qui permet l'accompagnement là, au niveau des organisations d'une réflexion, d'une auto-réflexion sur où est-ce qu'on en est par rapport à l'inclusion en emploi des personnes en situation de handicap. Ça touche à plusieurs choses qu'on a nommées aujourd'hui, notamment, donc, vous le voyez là, à l'écran, il y a 5 volets avec 10 questions par volet. Puis on invite les organisations à auto-évaluer leur processus de réflexion ou leur processus de positionnement. Donc, on a choisi dans cet outil-là d'utiliser... alors là, je ne trouverai pas le mot, d'utiliser une échelle qui est plus dans une visée de growth mindset, là, comment on peut, comme organisation, entamer ces démarches-là sans jugement sur le lieu où est-ce qu'on est comme organisation dans l'inclusion d'emploi des personnes en situation de handicap. Mais donc, cet outil-là a comme objectif de susciter ces questions-là au sein des organisations pour mobiliser des actions concrètes. Il y a aussi la possibilité de travailler avec le ROSEF, par exemple, ou des organismes qui travaillent en employabilité des personnes en situation de handicap. On a créé cet outil-là avec le ROSEF et donc pour pouvoir aller plus loin dans la réflexion puis dans la mise en place de pratiques inclusives pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est sûr, c'est un outil qui est disponible. Le guide est assez complet, là. L'objectif, c'était justement d'encourager l'autonomie des organisations à cet effet-là. Merci Christine, merci Francis, merci Maude.